nous tombons petit à petit dans l'oubli. Depuis la chute de nos temples, l'humanité ne connaît plus notre existence, nous transformant ainsi en reliques, en souvenirs du passé, en victimes du temps. Voilà ce que c'est que d'être une créature derrière un masque. Nous avions contribué à tant de choses extraordinaires que vous, humains, ne pourriez pas croire. De colossales créatures de feu, sortant de l'échine des ténèbres. J'ai vu des monstres extraordinaires, des monstres qui brillaient dans l'obscurité de somptueux décors. Tous ces moments se perdent dans l'oubli, comme des ombres dans la nuit. Il est alors temps de mourir. Vous êtes à la genèse de nos existences, nos créateurs, nos pères, nos mères. Il est l'heure, créateur de monstres. Réveille-toi. Rappelle-leur que nous existons. Rêveur des temps modernes, réveille-toi. Hâte-toi et dis-leur qui se cache derrière le masque. Depuis bien longtemps, nous utilisons très souvent l'expression « ovni du cinéma », à tort et à travers, et ce n'est pas toujours juste ou de circonstance. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un ovni cinématographique ? Les ovnis désignent une catégorie vaste d'œuvres qui semblent inclassables. Par leur esthétique, leurs propos, il est difficile de définir le genre cinématographique dans lequel un ovni se range. Jusqu'à aujourd'hui, les Midnight Movies sont des ruches où ces extraterrestres du cinéma sont rois. Ils bourdonnent dans d'obscures salles, piquant de curiosité les spectateurs et les empoisonnent d'un délicieux nectar de folie. Le plus connu est sans nul doute le Rocky Horror Picture Show, sorti en 1976, réalisé par Jim Sherman. Cependant, à mes yeux, il existe un film qui mérite la couronne. Jamais l'expression « ovni du cinéma » ne serait aussi bien utilisée que pour qualifier Life Force. Comment décrire Life Force ? Nanar d'un autre temps ou chef-d'œuvre incompris ? Ce qui est sûr, c'est que Life Force est un délicieux cocktail qui dégouline de passion et de générosité. Quelques gouttes de Kubrick pour ses scènes spatiales, saupoudré d'Alien avec un soupçon de The Thing, une larme de production Hammer, une rivière de série B, un zeste de Z, une pincée de Body Snatcher, une cuillère de Giallo et un torrent de Romero pour son final dantesque. Cette mixture impossible donne alors naissance à une œuvre démesurée, inégale, chaotique, mais magnifique et inoubliable. Life Force est une porte donnant sur l'improbable, une promesse. L'œuvre est le symbole d'une époque décomplexée, dans laquelle les limites n'existent pas. Nous pourrions comparer l'œuvre à un adolescent rebelle qui découvre les joies du faux sang, du sexe et de la pellicule. Chaque plan du film est un écho où résonne la douce mélodie des années 80, dans ses couleurs, sa musique, sa mise en scène et ses effets spéciaux. Pour beaucoup, Life Force est un petit film de science-fiction convenable. D'ailleurs, son public a oublié son existence, le souvenir se limitant aux magnifiques courbes de Mathilde Amé. Encore une fois, je pense que pour apprécier pleinement Life Force, son contexte de visionnage a son importance. Je l'ai découvert avec tant d'autres films, bien avant mon adolescence. À cette époque, les monstres et autres créatures du cinéma étaient mon exutoire. Ils occupaient chacune de mes pensées. Je contemplais le monde à ma manière,
imaginant ces extraordinaires personnages nous côtoyer. Les étoiles étaient toutes des planètes habitées, où des êtres surnaturels nous observaient, parfois bienveillants, parfois malfaisants. Au détour d'un labyrinthe de VHS poussiéreuse, jalonnant les allées d'un vidéoclub en voie d'extinction, se trouvait Life Force. Le magnétoscope, fatigué de tous mes visionnages, grignote la cassette. Le téléviseur cathodique frémit, et avec l'approbation de mon père, Life Force se met en route. Je n'étais pas prêt. Vampires de l'espace, zombies enragés, vaisseaux spatiaux, du sang, des maquettes, des explosions. Ce film était le rendez-vous de toutes les folies que je pouvais imaginer. Le théâtre de l'improbable se jouait face à moi, et j'en redemandais encore et encore. Il y avait aussi quelque chose de honteux, un sentiment d'interdit à contempler et à fantasmer devant cette reine vampire entièrement nue. Éclairé par le téléviseur, Life Force, comme plusieurs films, avant et après lui, avait planté dans mon esprit la graine des effets spéciaux. Comme un parasite, cette graine envahissait mes pensées, se faufilant dans mon subconscient, empoisonnant mes cauchemars, pénétrant mes rêves. Le parasite vit constamment dans ma boîte crânienne. Tapis dans l'ombre, glissant dans mon système nerveux, une sorte de marionnettiste qui contrôle ma vie. À mes yeux, Life Force est un diamant brut, un cadeau pour les initiés et les aventuriers de folles expériences cinématographiques. Replongez avec moi dans ce déficient chef-d'œuvre qu'est Life Force. Life Force est sorti en 1985, réalisé par Tobe Hooper. Film de science-fiction, il est l'adaptation du livre Les vampires de l'espace de Colin Wilson, et non pas le remake du film La planète des vampires, sorti en 1965, qui en passant est un très bon petit film de science-fiction qui, j'en suis sûr, a dû inspirer le réalisateur de Life Force. L'écriture du script a été chaotique, bien que plusieurs écrivains, Tobe Hooper compris, soient passés sur l'innocent texte. C'est Don Jacoby et le célèbre scénariste Dan O'Bannon qui en sont les principaux auteurs. Dan O'Bannon est connu pour avoir écrit Alien de Ridley Scott, Dark Star de John Carpenter et pour avoir scénarisé et réalisé Le Retour des Morts-Vivants, sorti en 1985. D'un certain point de vue, Life Force est un patchwork du scénariste. Tout l'ADN de l'auteur ruisselle à travers le film. Tobe Hooper est un des réalisateurs les plus brillants et importants de notre époque. Sa légende commence avec la réalisation de Massacre à la tronçonneuse en 1974 et continue de faire trembler le monde entier en 1982 avec Poltergeist. Après ce succès international, Tobe Hooper est contacté par la firme, aujourd'hui mythique, la Cannon. La Cannon était le bac à sable d'Hollywood durant les années 80. Le groupe est connu pour avoir produit les plus grands canards boiteux du cinéma, qui sont de nos jours vénérés. Le studio est hyperactif, perd de nombreuses œuvres désastreuses comme miraculeuses. Alan Quatermain, Bloodsport, Cobra, Le Ninja Blanc, Invasion USA, Les Maîtres de l'Univers, Superman 4, Delta Force et tant d'autres. Regarder un film Cannon, c'est la promesse de passer un bon moment. Certes pas toujours de grande qualité, mais c'est décomplexé, drôle, sexy et toujours mémorable. Aujourd'hui, les initiés de la Cannon sont légion et ils lui vouent un culte sans limite. Tobe Hooper est donc approché par la Cannon. Celle-ci lui commande 3 longs métrages. Life Force, L'invasion vient de Mars et le merveilleux Massacre à la tronçonneuse, chapitre 2. Life Force sera le point de départ de la collaboration Cannon-Hooper, avec un budget de 25 millions de dollars. Cette somme, qui semble dérisoire comparée aux productions actuelles, était à l'époque la plus grosse de la Cannon. Trouver les têtes d'affiche de Life Force a été très laborieux. Le script étant cousu de fil blanc, contenant des vampires de l'espace et une apocalypse zombie, le texte a terrifié une grande partie des acteurs en quête de nouveaux contrats. Le budget ne pouvant pas s'offrir de superstars, la Cannon dut engager des comédiens de seconde zone, bien que je n'apprécie guère cette expression. Nous pouvons découvrir, dans les 3 rôles principaux, Steve Reitzbach, dans le rôle du colonel Tom Carlsen, Peter Firth, alias colonel Colin Kane, et Frank Finlay, le docteur Hans Falda. Vous apercevrez également, le temps d'une scène culte, Patrick Stewart,
qui incarne le docteur Armstrong. Néanmoins, la véritable star de Life Force est la fille de l'espace, la reine des vampires, Mathilda May. Mathilda May a moins de 20 ans. Danseuse de ballet, elle est choisie pour incarner la terrifiante antagoniste de Life Force. À l'origine, la production recherchait une comédienne blonde, mais le physique et la présence de la comédienne avaient ensorcelé Toby Hooper. Il cherchait un physique un petit peu particulier, qu'on ne puisse pas identifier un pays, qu'on ne puisse pas dire elle est typiquement américaine, typiquement française, et comme j'ai des origines un petit peu diverses, j'ai une tête Vous êtes une extraterrestre mixte de race, une espèce de milkshake de race, comme ça. Alors, bon, il m'a trouvé qu'il voulait une blonde au départ. Oui, c'était raté là. Et finalement, Catherine Brown. Son personnage est froid, et pourtant si attirant. Mathilda May paraît hors du temps, et dans un deuil constant. Sa démarche est mécanique, semblable à un Terminator vampirique. Mais quand vient l'heure de se nourrir, la vampire de l'espace se métamorphose. Son regard nous envoûte, nous hypnotise, et sa beauté en devient terrifiante. Vous l'aurez remarqué, Mathilda May est, durant une très grosse partie du film, entièrement nue. Bien que plusieurs de ces scènes ont été rajoutées, sans nul doute par pression de la production, la nudité de la créature a son importance. Le corps est une arme, métaphore de la puissance de la femme, assumant ses formes et les transformant en instruments de mort. Les principales victimes de la vampire, visibles à l'écran, sont les hommes. La séduction devient un piège, où les mâles crédules, motivés par leurs bas instincts charnels, s'y engouffrent et s'y font dévorer. Expérience inoubliable pour la comédienne, jalonnée de bons et de mauvais souvenirs. Offrir son intimité au monde ne doit pas être un exercice facile pour la jeune actrice. Je me demande souvent si, à l'époque, Mathilda May avait conscience qu'elle était en train de créer un mythe, une des plus belles figures de la science-fiction de notre génération. Cependant, nous sommes dans les années 80, et les véritables stars du grand écran ne sont pas les acteurs, mais les effets spéciaux. De ces films-là, ce sont les effets spéciaux d'abord. Oui, c'est ça, ouais. Et ça se ressent quand on tourne. C'est-à-dire qu'on n'est pas les personnages les plus importants sur un plateau. Nous, on doit s'adapter aux effets spéciaux, on doit s'adapter au décor, on doit s'adapter à ce qui va se passer autour de nous, ce qui ne se voit pas d'ailleurs quand on tourne. Mais on doit s'adapter à ça. C'est pas les effets, c'est pas la technique qui s'adapte aux acteurs, mais le contraire. C'est un petit peu... C'est frustrant. Un peu, oui. Life Force et ses effets spéciaux. Voir ce film, c'est regarder toute une époque défiler devant soi. De gigantesques décors, des maquettes à perte de vue, et d'horribles créatures dégoulinantes de sang et de latex. Life Force est représentatif d'une époque dans laquelle les effets live présents sur le plateau de tournage étaient un art à son apogée et un passage obligatoire pour les créateurs de rêves. Les images de synthèse de notre siècle étaient encore des fantasmes en 1985. Ici, tout est palpable. Corps qui vieillissent en un éclair ou encore Londres en feu. L'invraisemblable se produit sur grand écran, mais surtout face aux comédiens. Quand on regarde cette œuvre, et tant d'autres sorties à la même époque, un sentiment de nostalgie nous transperce alors l'âme. De nos jours, le cinéma est jalonné d'écrans verts, de monstres et de cascadeurs en images de synthèse. Le temps du vrai semble alors bien lointain. Bien que de nombreux effets spéciaux de jadis vieillissent, je les trouve d'autant plus réels, vivants et porteurs de glorieux souvenirs, à l'inverse de nos artifices numériques actuels. Les effets spéciaux sont des portails que nos rêves et cauchemars peuvent franchir. Très souvent, je parle d'émotions à l'instant T. Pour le comédien, se trouver face à ces monstres est un grand moment, figé dans le temps, bon ou mauvais, mais toujours empli d'émerveillement. D'autant plus appréciable pour le spectateur, car ce qu'il voit est réel. Ici, pas de pixels, mais de véritables monstres face à leur héros préféré. Dans le meilleur des mondes, au cœur d'une salle de cinéma, il nous suffirait presque de tendre la main pour les toucher. En écrivant ces quelques lignes, je me souviens, lors d'une démonstration de maquillage, avoir discuté avec un jeune homme passionné d'images de synthèse. Ce dernier ne comprenait pas mon point de vue. Sur un tournage, le rapport entre monstres réels et comédiens n'avait, selon lui, guère d'importance, et qu'une créature en image de synthèse
était bien plus adapté au public actuel. Au même moment, ma créature masquée vient vers nous. À quelques mètres, la créature tombe nez à nez avec une petite fille. Le temps s'est subitement arrêté. Un véritable monstre se tenait devant l'enfant. Pétrifiée, la fillette fond en sanglots, en réclamant sa mère. Je me tourne alors vers le jeune homme et lui rétorque « Ça, c'est la vraie peur. Ton comédien en combinaison verte n'aurait jamais pu créer un tel sentiment. C'est ça, créer de l'émotion à l'instant T. » C'est très bizarre parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement vrai. Moi, il m'est arrivé... Non, mais sur l'écran, mais au tournage. Au tournage, oui, c'est très bizarre de voir un être humain comme ça, un petit peu fripé. Parce que quand je les embrasse, ces êtres humains, dans le film, j'embrassais les gens, ils se réduisaient comme des pommes fripées. Et donc, c'est très bizarre parce que c'est très vrai et on y croit quand on les voit comme ça de près. Alors, j'étais très impressionnée, j'étais même écœurée parce que c'est des personnages très laids, mais c'est impressionnant, c'est intéressant. Les effets spéciaux de Life Force sont orchestrés par deux grands maîtres, John Dykstra, responsable des effets visuels, et Nick Mallet, responsable des maquillages et effets spéciaux. Commençons par Monsieur Dykstra. John est un des membres fondateurs, en 1977, du groupe ILM, Industrial Light and Magic, la société responsable des effets visuels et numériques de la légendaire saga Star Wars, E.T., Terminator 2, Jurassic Park, Abyss, Dark Crystal et tant d'autres. ILM a signé grand nombre d'œuvres fondamentales de notre pop culture. John Dykstra, pilier des effets spéciaux, inventeur du premier système de contrôle du mouvement commandé par ordinateur, surnommé le Dykstraflex. Il est certes connu pour ses travaux chez ILM, mais également pour son travail sur les films Spider-Man de Sam Raimi dans les années 2000. Il est ainsi récompensé de l'Oscar des meilleurs effets visuels, avec le premier volet des aventures de l'homme araignée. Il travaille encore à ce jour dans l'industrie du cinéma, notamment avec Quentin Tarantino, sur Inglourious Basterds, Django Unchained, Les 8 salopards, et dernièrement Once Upon a Time in Hollywood. En parlant de Tarantino, Life Force est encore aujourd'hui un des films préférés du célèbre réalisateur. Lors de son premier visionnage, en 1985, Life Force avait bouleversé Tarantino. Quand nous connaissons la folie qui règne dans l'œuvre de Tobe Hooper, nous pouvons imaginer que cette extravagance a empoisonné l'ADN artistique de Quentin Tarantino. Life Force s'ouvre sur de somptueuses scènes spatiales. La navette Churchill s'enfonce dans le vide sidéral, se rapprochant du sillage de la comète Halley. Au cœur d'un terrifiant nuage cosmique, la navette découvre un étrange vaisseau qui semble inhabité, flottant parmi les étoiles et hors du temps. L'équipage de la navette Churchill pénètre dans le colossal et sordide bâtiment. Dans un dédale de gigantesques salles, les astronautes découvrent 3 sarcophages de verre. À l'intérieur se trouvent 3 sublimes individus, dont une magnifique jeune femme, entièrement nue. Voici les premières minutes de Life Force. Dans ces premières secondes, nous sommes témoins d'une parade de modèles réduits, filmés sur fond vert, puis incrustés dans de superbes fresques cosmiques. Dès lors, notre attention se porte sur le vaisseau des vampires de l'espace. Sa forme est sans équivoque une métaphore envers la semence masculine. Car oui, il est ici question de jouer avec notre subconscient, d'autant plus quand nous connaissons l'artiste qui inspire l'équipe de John Dykstra, Hans Rudi Giger. Hans Giger, en 1979, nous avait offert le mythique vaisseau d'Alien, ce dernier basé sur l'anatomie féminine. Pour Giger, la femme est au cœur de son art, en tant que terrifiante figure matriarcale érotique. L'homme, lui, représente pour l'artiste le vice, la souffrance, et le rabaisse ainsi en objet de plaisir malsain. Dans Life Force, l'hommage est palpable. Le biomécanique suinte à bout de champ, de la carlingue jusqu'aux humides salles de la navette extraterrestre. Sa silhouette charnelle est représentative des pensées de Giger. L'homme engendre le mal. Tous ces éléments artistiques sont transcendés grâce au script de Dan O'Bannon, qui, souvenez-vous, était script sur Alien de 1979. C'est étrange comme au cinéma, tout peut être lié. Le travail de Giger a bouleversé le monde des effets spéciaux,
Son ADN résonne dans bon nombre d'œuvres, et j'en suis sûr, pour encore de nombreuses années. Plus tard dans Life Force, le vaisseau se transforme en colossal parapluie de l'espace, une sorte de catalyseur d'âme cosmique. Mais en y regardant de plus près, l'OVNI a une apparence végétale, semblable à un arbre, comparable dans la culture religieuse à l'arbre de vie. L'arbre de vie existe dans l'imaginaire collectif depuis le début de l'histoire de l'humanité. Il symbolise le développement de la vie, de la connaissance, de la dualité. Il est le berceau des origines et surtout l'arbre illustre la force vitale, appelée dans la langue de Shakespeare, Life Force. Détruire Londres. Grâce à nos technologies modernes et grâce à l'image de synthèse, il n'est pas difficile de détruire une ville et de la réduire en véritable champ de bataille. Avant l'arrivée de la magie du numérique, l'utilisation d'ambitieux décors, voués à être anéantis, était monnaie courante, comme détruire de véritables villes qui n'étaient pas plus hautes qu'un homme. Dans Life Force, c'est toute la cité londonienne qui est fabriquée, puis réduite en cendres. J'affectionne particulièrement le travail de maquettiste, des heures et des heures à reproduire d'incroyables univers pour, au final, être bouleversés, disloqués, oubliés. Le modélisme est un art encore aujourd'hui utilisé au cinéma. Je pense notamment à la course-poursuite en Batmobile dans le film The Dark Knight de Christopher Nolan, sorti en 2008, ou encore Blade Runner 2049, sorti en 2017, réalisé par Denis Villeneuve, qui donne vie à une décharge polluée et à une somptueuse ville embrumée. Hommage à l'œuvre originelle de Blade Runner, réalisée par Ridley Scott, sortie en 1982, et à ses effets visuels orchestrés par Douglas Trumbull. Encore aujourd'hui, à mes yeux, le Los Angeles futuriste de Trumbull est une merveille jamais égalée. Il est facile de s'apercevoir quand un film utilise des maquettes. Tout est un problème d'échelle. Une flamme plus grosse qu'un bâtiment, une goutte d'eau de la taille d'un arbre, ou des habitants en papier qui s'envolent au moindre coup de vent. Mais j'aime l'idée de pouvoir tenir un monde au creux de nos mains. Ces cités de bois et de carton sont d'incroyables terrains de jeu dans lesquels les monstres costumés y sont rois. Les extraterrestres, des bourreaux, les habitations, de véritables petites maisons des horreurs, jalonnées d'effroyables couloirs de sang. Douglas Trumbull a dit « Je pense que les miniatures sont encore supérieures à beaucoup de travaux par ordinateur. » Je partage son avis. Le pouvoir de voir et de toucher sera toujours plus puissant. À mes yeux, même quelques VHS empilés, une rivière de fumée et des éclairs de lumière peuvent donner vie à d'incroyables cités. Des explosions et des lasers déchirant le ciel. Toute cette apocalypse est l'œuvre de John Dykstra et de son équipe de talentueux et innombrables artistes. Bien que je sois encore aujourd'hui émerveillé par ce vaisseau spatial, cette ville en feu et ses éclairs cosmiques, Life Force est chère à mon cœur grâce à ses monstres et ses maquillages. Derrière chaque masque et créature sidérale se cache Monsieur Nick Mallet. Nick Mallet est un célèbre maquilleur des années 80. Nick a travaillé sur des grands films tels que Star Wars, Nouvel Espoir, sur la scène de la cantina, L'Empire contre-attaque, notamment pour la conception de Yoda. Nous retrouvons également son travail sur les 2 premiers Superman avec Christopher Reeve, Highlander ou encore le très sympathique Krull, sorti en 1983. Film aujourd'hui méconnu et qui, pourtant, a valu à Nick Mallet une place dans le Guinness Book des records pour la réalisation du maquillage du grand méchant
que vous n'apercevrez seulement que quelques secondes dans le film. Pour conclure cet aparté sur Krull, à mi-chemin d'un Flash Gordon croisé avec Princess Bride, additionné à des décors, des costumes dantesques et à un Liam Neeson juvénile. Krull, réalisé par Peter Yates, est fait pour tous les aventuriers de films perdus des années 80. Mais revenons-en à Life Force. Ici, Nick Mallet et son équipe mettent au point plus de 500 maquillages, prothèses, marionnettes et monstres éparpillés aux quatre coins de la pellicule de Life Force. Le plus gros du travail étant la création des zombies parsemés dans l'œuvre. Commençons par la scène de l'autopsie. Il s'agit d'une superbe marionnette contrôlée par plusieurs techniciens. Son fonctionnement est semblable au mécanisme utilisé dans le film Le Loup-garou de Londres, réalisé par John Landis. Le corps placé sur la table est manipulé à l'aide de fonctionnements plus ou moins simples, comme des pistons et des dispositifs semblables à des freins de vélo. Presser l'une des manettes fera fermer les doigts, plier les mains et autres parties du corps. La tête, elle, est radiotélécommandée. Nous parlons ici d'animatronique. Ces différents systèmes seront déclinés pour chaque monstre dans Life Force. Si ce trucage vous semble dérisoire ou très habituel de nos jours, en 1985, c'était encore nouveau. Des zombies, aussi rachitiques qui prennent vie sur grand écran, étaient une chose rarement vue. Pour les plus notables, nous pouvons compter Jack dans Le Loup-garou de Londres en 81, le chauffeur de taxi dans Ghostbusters en 84, Life Force et Le Retour des Morts-Vivants en 85. Les marionnettes de zombies sont bien entendu encore utilisées de nos jours, et très souvent, ces petites merveilles utilisent les mêmes mécanismes que leurs ancêtres. Vous pouvez en croiser dans les films tels que Warcraft, sorti en 2016, réalisé par Duncan Jones, Land of the Dead, de George Romero en 2005, ou encore la série The Walking Dead. Quand ces derniers sont aux portes de la mort, il est grand temps de les faire exploser. Et c'est à grands coups d'explosifs et de kilos de poussière que nos squelettes préférés volent en éclats. La femme zombie, mécaniquement parlant, fonctionne comme ses autres camarades. Cependant, elle me rappelle une congénère qui n'appartient pas au film Life Force. Et pourtant. Le Retour des Morts-Vivants, sorti en 1985, la même année que Life Force, est réalisé par Dan O'Bannon. Et souvenez-vous-en, c'est l'auteur de Life Force. À mes yeux, O'Bannon a réussi à connecter ces deux œuvres. Et bien, grâce à plusieurs événements dans ces deux films, Life Force et Le Retour des Morts-Vivants sont, selon moi, indissociables. Les mortes-vivants hospitalisés, bâillonnés sur de sordides tables, gigotant de toutes parts, sont des scènes et des designs plus que similaires, qui font écho aux deux œuvres. Mais l'élément qui les unit, et qui me laisse penser que Dan O'Bannon est un gentil vaurien, est la création de deux sublimes madones. Mathilda May, la reine vampire de Life Force, et son alter ego zombie, Trash, du Retour des Morts-Vivants, interprété par Linnea Quigley. Toutes les deux nues, utilisant leur beauté comme arme fatale. Toutefois, je suis beaucoup plus séduit par La fille de l'espace. La mise en scène de Toby Hooper est bien plus belle et sensuelle. Dan O'Bannon nous offre une femme zombie abrupte, consciente de sa sexualité, frôlant dangereusement la frontière du vulgaire et du trash. Retournons-en à Life Force et à ses maquillages. La majorité des prothèses utilisées pour les zombies sont en latex et en mousse de latex. Ce sont des dizaines de figurants qui sont maquillés et lâchés dans un Londres dévasté. Les rues sont jalonnées de monticules de corps et autres charniers. Ces collines morbides étaient de véritables mélanges de marionnettes et de véritables comédiens. Il n'était pas rare de croiser Toby Hooper en train de discuter avec un tas de macabées et de leur demander combien de personnes se cachaient là-dessous. Au sommet d'un escalier, enseveli sous des corps, se dresse un gigantesque vampire de l'espace. Gigantesque, vraiment. Eh bien non. Cette fantastique marionnette est filmée en contre-plongée. Elle ne mesurait pas plus d'1,20 m. Tout est ici question de perspective. Pour ce qui est des autres jeux de caméra, nous pouvons voir dans la scène de l'hélicoptère que les visages qui vomissent du sang, tout en bafouant les lois de la gravité, ont tout simplement eu le droit d'avoir leur plan retourné au montage. Le liquide alors monte, au lieu de descendre. Puisque nous sommes dans ce fameux hélicoptère, nous terminerons sur les images de l'unique maquillage de Mathilda May. Entièrement recouverte de faux sang, de slime et autres sirops de fruits rouges, couronnée d'une sublime coiffe en mousse de latex,
Ce maquillage n'est visible que quelques instants pour un travail qui aura demandé plusieurs longues heures. Un véritable châtiment de latex et de liquide rougeoyant, car après tout, le diable ne se cache pas dans les étoiles, mais dans les détails. Il est alors temps de philosopher avec les effets spéciaux. Jamais un film n'aura aussi bien porté son nom. Life Force, la force vitale d'un temps passé. Par sa mise en scène, ses décors, sa direction artistique, ses effets visuels, ses effets spéciaux et ses maquillages, l'œuvre de Tobe Hooper est le catalyseur d'une époque révolue. À travers l'ADN de Life Force, nous sommes les témoins de techniques ancestrales, une fresque qui illustre toute l'histoire des effets spéciaux, et dans ses veines coule le cinéma d'hier et paradoxalement de demain. L'évolution est un fait. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il est amusant de constater que sans de petits films, qui malheureusement s'évanouissent dans le temps, comme Life Force et d'autres, notre cinéma actuel n'existerait pas. Chaque œuvre cinématographique est un laboratoire dans lequel des savants fous bouleversent les éléments et font avancer le monde de la pellicule. Que serait l'univers sans de grotesques zombies et autres navettes spatiales hors du commun? Life Force vous fera très probablement sourire, mais je l'espère, Life Force vous fera rêver. Le film symbolise le développement, la connaissance. Ce dernier est représentatif du berceau des origines des effets spéciaux et illustre la force vitale d'œuvres oubliées. Encore aujourd'hui, Life Force impacte l'univers de la série B et du cinéma d'exploitation. En 2017, pour ne citer que lui, est sorti le film La Momie. Une enchanteresse découverte dans un tombeau. À son réveil, elle absorbe la force vitale de ses victimes, les transformant ainsi en morts-vivants, et en profite pour réduire Londres en cendres. Si cela est en grande partie l'histoire de la momie, sachez que c'est également celle de Life Force. Inconsciemment, l'histoire se répète, comme toujours. Bon ou mauvais, ne laissons pas tomber dans l'oubli ces films qui souffrent malgré eux de leur mauvaise fortune. Les œuvres comme Life Force et les monstres qui les peuplent sont légion et ne demandent qu'à revenir au devant de la scène. Et comme un ami me l'a récemment rappelé, ne les laissons pas tomber petit à petit dans l'oubli. Depuis la chute de leur temple, l'humanité ne connaît plus leur existence, les transformant ainsi en reliques, en souvenirs du passé, en victimes du temps. Ils ont contribué à tant de choses extraordinaires que nous, humains, ne pourrions pas croire. De colossales créatures de feu, sortant de l'échine des ténèbres. Des monstres extraordinaires, des monstres qui brillaient dans l'obscurité de somptueux décors. Tous ces moments se perdent dans l'oubli, comme des ombres dans la nuit. Il est alors temps de se souvenir et de découvrir qui se cache derrière leur masque. Sois avec eux, ils ont besoin de toi. Depuis toujours, il était écrit que tu nous retrouverais et nous emmènerais à la vie. Nos destins sont liés et à jamais indissociables. Va et achève ton voyage, créateur de monstres.